Alors, Marek Alter, on vous avait accueilli il y a 7 ans ici pour L'inconnu de Birobidjan. On est ravis de vous recevoir à nouveau pour ces mémoires. Je rêvais de changer le monde. Bon, vous n'y avez pas renoncé visiblement, sinon vous auriez dit j'avais rêvé de changer le monde. C'est ça peut-être, le passé composé? Non, je n'ai pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Autrement, j'aurais mis j'ai rêvé. J'ai rêvé. Alors, j'ai continué à rêver. Bon, d'ailleurs, comme tout le monde, je pense. Sinon, à quoi bon? Alors, on croise effectivement dans cet ouvrage les grandes figures intellectuelles, politiques du XXe siècle que vous avez rencontrées. On va parler de Staline dans un instant, Ben Gourion, Nasser, Golda Meir, les papes Jean-Paul II et François, Sartre, Simone Veil, Vladimir Poutine, Yasser Arafat, De Gaulle, Mitterrand et puis tous ceux qui leur ont succédé. Vous dites ne jamais écrire ces mémoires ou alors le plus tard possible, cela nous vieillit. Pourquoi est-ce que c'était donc le bon moment? Je ne l'aurais peut-être pas fait si, vous savez, nous choisissons, il y a une phrase très jolie dans la Bible, tout est écrit et la liberté est donnée à l'homme. C'est magnifique. Ça veut dire que non, on ne choisit pas les lieux de notre naissance, on ne choisit pas les événements auxquels vous êtes confrontés. Mais face à ces événements, vous avez les choix. Alors, je n'aurais peut-être pas encore écrit mes mémoires, parce que quand on écrit les mémoires, c'est qu'on accepte l'idée que l'essentiel est derrière nous. Alors, ce qui me reste, je ne sais pas combien de temps, et c'est angoissant. Oui. Autrement, on n'y pense pas. Il s'est fait que ma femme, Clara, qui m'a accompagné dans toutes mes batailles, est tombée malade et j'ai appris qu'elle avait une Parkinson. Or, à ce jour, on n'a pas encore d'antidote à cette maladie. Et du coup, la mort s'est installée là. J'ai pris 3 infirmières pour s'occuper d'elle, etc. Mais la présence de la mort est quelque chose de particulier. Et comme je suis un lecteur, j'ai lu Goethe, Dr. Faust, et je me suis dit, je vais proposer un pacte à la mort. Dit voilà, comme depuis des années, j'ai lu tous mes livres à ma femme, chapitre par chapitre. Parfois, elle me dit que ça vaut rien. Parfois, elle avait raison d'ailleurs. Donc, je devais réécrire, c'était mieux. Et j'ai dit à la mort, tu la gardes vivante tant que je n'ai pas terminé mes mémoires. Et elle a respecté le pacte. Je ne sais pas si elle a respecté. Le hasard a voulu qu'au moment où j'ai terminé ces livres, l'infirmière me dit, tiens, dans la chambre de Clara, on n'entend pas de bruit. Je rentre, elle était morte. J'ai ajouté seulement une phrase à la fin du livre, Clara est morte. C'est comme ça qu'est né l'ouvrage que vous avez entre vos mains. Vous interrogez dans le livre, à un moment donné, vous dites « Pourquoi ce livre? La question m'obsède. En évoquant le passé, ne suis-je pas en train de me ranger aux côtés de tous ceux qui, comme des brocanteurs, traînent leurs charrettes de souvenirs ?» Oui, en effet. Comment dire? Nous avons tous des souvenirs. Nous avons tous vécu quelque chose plus ou moins intéressant, passionnant pour ceux qui l'ont vécu. Mais nous n'en tirons pas de leçons. Ça veut dire que chaque événement se résume en quelques photos qu'on met dans un album et qu'on montre aux enfants, aux petits-enfants, et on dit « Regarde papy, quand il était jeune, ça lui est arrivé, ça et ça. » Et c'est bien. Ça veut dire que nous avons, chacun de nous, une histoire à raconter et à transmettre. Un jour, je suis arrivé chez Simone Veil, je l'aimais beaucoup. C'est une femme difficile comme tous les gens qui avaient des principes. Pierre Mendès France, la même chose. Ce sont des gens qui, une fois, on appelle ces gens têtus. Et donc, j'arrive, elle était très en colère, elle habitait place Vauban à Paris. J'ai dit, pourquoi tu es énervé? Il dit, voilà, j'ai eu la visite de quelques amis survivants de Auschwitz-Birkenau. Et alors?
Et je me suis rendu compte qu'elles n'ont toujours rien compris. Et je trouvais ça très fort. Ça veut dire qu'il y a voilà, des femmes qui ont vécu la même chose que Simone et qui ont des choses à raconter et à transmettre, mais elles n'ont pas tiré une leçon. À quoi bon vivre quelque chose d'important si on ne pense pas qu'on s'est transformé grâce à cet événement et qu'on peut agir sur le monde pour que cet événement ne se reproduise plus. Il y aura d'autres événements, mais pas celui-là. Et ça m'a fait réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je raconte ma vie. Il s'est fait qu'elle est intéressante parce que j'ai vécu, je n'ai pas choisi, je suis né à Varsovie. En 2 mots, Varsovie, une ville d'1 million d'habitants, 470 000 juifs. Donc chaque 12e presque habitant était juif, qui parlait une langue en plus, qui s'appelait le yiddish. Il y avait des théâtres de yiddish, 7 quotidiens, de gauche, de droite, religieux, laïques. Un monde. Et j'aurais pu continuer à vivre dans cette ville, peut-être je serais devenu imprimeur, comme mon père, grand-père, arrière-grand-père, et ainsi de suite, puisque nous commençons ces métiers à l'époque de Gutenberg. Or, les nazis rentrent à Varsovie. Et mon histoire change. Là, je n'ai rien choisi. Ce n'est pas mon choix, ce n'était pas ma volonté. Et curieusement, cette histoire commence, j'en ai parlé longuement justement avec Simone de ça, j'ai vu des morts. J'avais 3 ans et demi, j'étais sur les balcons, rue Smocha, une rue que mon ami Bashev Isinger, prix Nobel littérature, a décrit 1000 fois dans ses romans, écrit en yiddish, qu'il traduisait lui-même en anglais. Mais ce n'est pas les morts qui se sont gravés dans ma mémoire. C'est la mort d'un cheval, c'est ce que je raconte. Curieux. Et il y a un cheval, je suis sur le balcon, 3e étage rue Smocha, il y a un cheval qui traîne un chariot qui passe devant, une balle perdue, le cheval tombe. Et je vois nos voisins, des gentils voisins qui me donnaient des bonbons et qui disaient « Alors, petit Marek, ça va ?» Se précipitaient avec leurs couteaux de cuisine pour les découper parce qu'ils avaient faim. Et le cheval respirait encore, ça je me souviens, les flancs se soulevaient. Et c'était la première leçon de la condition humaine, la première leçon. C'est que l'homme, il est ce qu'il est, il a les principes, mais il doit nourrir ses enfants, et pour nourrir ses enfants, il est prêt de faire ce qu'il n'aurait jamais pensé qu'il pourrait faire. Ça commençait, c'est pendant que je vous raconte, quand nous sommes rentrés en Pologne, après avoir parcouru l'Union soviétique, l'Asie centrale, et on est allé voir Auschwitz la première fois. Donc je n'étais pas à Auschwitz comme Elie Wiesel et d'autres. Et curieusement, ce qui m'a frappé, ce n'est pas les fours crématoires, ce n'est pas les stalags, ce n'est pas l'entrée avec cette inscription « Arbeit macht frei », le travail libère, pas du tout. Il y avait à l'époque 2 montagnes de 2 côtés de l'entrée. Une montagne immense, à mes yeux immense, faite des chaussures d'enfants, C'est beaucoup plus fort que montrer des enfants morts. Ça veut dire que vous transposez aussitôt, vous savez que ces chaussures ont été portées par des enfants. Et puis l'autre montagne des lunettes. Beaucoup de binocles à l'époque, on portait des binocles. Ça veut dire que c'est des hommes, des femmes qui ont porté ces lunettes et qui n'étaient plus. Pour moi, ce sont ces 3 images qui m'ont marqué et qui représentent pour moi ce qui était la guerre, la Shoah,
les chevals découpés par mes voisins et ces deux montagnes. Alors, question que vous vous posez dans le livre, vous dites finalement, cette mort qui me suit depuis mon enfance, est-ce que c'est pour la fuir qu'à peine sorti d'une aventure, je me lance dans une autre? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Vous interrogez alors, je ne dans le sais livre. pas si c'était pour fuir la mort, parce que quand on est gosse, on ne sait pas ce que c'est la mort en vérité. Parce que votre question est pertinente, parce qu'après cette histoire de cheval, un jour j'ai demandé, paraît-il à ma mère, c'est elle qui m'a rappelé, et quand je serai mort, est-ce qu'on me découpera aussi comme on a découpé le cheval? C'est-à-dire que je n'ai pas saisi un peu. Ce qui m'a frappé, c'est l'attitude de mes voisins. Ce n'est pas tellement le cheval qui était mort ou qui est en train de mourir. Non. Je crois que c'est pour exister. Je bouge, je continue, puisque j'ai plein de projets, je vais vous en parler, mais c'est pour exister. Je pense que j'ai peur le mot « la retraite ». Il y a souvent des gens que je rencontre. J'étais à Bordeaux hier, il y a deux journalistes qui sont venus me voir, ils m'ont interviewé il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On est à la retraite. C'est quoi la retraite? On se met à la retraite de quoi? De la vie, de quoi? Des événements C'est un mot terrible, la retraite. Qu'on vieillit, bah, oui, c'est la vie, c'est la Bible qui nous dit, une génération s'en va, l'autre arrive, etc. Bon, et la Terre continue à tourner. Mais, bon, non, comment dire, depuis mon enfance, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour de moi. Ouais. Je n'étais jamais à l'école, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, et par conséquent, je n'étais jamais à l'université. Et j'envie tous mes amis, un peu plus jeunes ou de mon âge, qui ont fait des universités, parce qu'ils ont une vie plus facile que la mienne. On peut apprendre tout seul tout, on peut lire tout et apprendre tout, mais on ne peut pas saisir la méthode. Je me suis rendu compte avec des amis, Finkielkraut ou Lévy, on devait écrire un article sur le même thème. Et ils ont fait chacun leurs articles en 2 heures, moi j'ai mis 2 jours. Parce qu'ils avaient la méthode. 1, 2, 3, on fait le point, et on développe, etc. On apprend ça. Moi, je n'ai jamais appris. Donc, j'ai écrit, j'ai réécrit, j'ai récompose. Donc, mais la vie est une université. Et si on arrive à capter et à tirer les leçons de la vie. Je vous donne 2 exemples. Un jour, donc c'était 1940, peu de temps avant qu'on ferme les ghettos, on frappe à la porte, la nuit, donc ma mère un peu affolée, elle ouvre la porte, je me suis réveillé. Il y a 2 amis de mon père, syndicalistes comme lui. Mon père était un des dirigeants des syndicats des imprimeurs, où il y avait les juifs et aussi les non-juifs, et 2 catholiques, et ils ont dit, paraît-il, ça je ne me souvenais pas, c'est le moment de partir. Et mon père s'était mis à discuter, ça je me souviens, parce qu'il a prononcé les mots « la France, l'Angleterre viendront nous soutenir, personne ne nous laissera tomber, etc. » Et pendant qu'il discutait, ma mère avait déjà préparé les baluchons, m'a pris par la main et m'a dit « on s'en va ». C'était la première leçon. Quand il s'agit d'un choix essentiel entre la vie et la mort, la femme est 1000 fois plus rapide que l'homme. 1000 fois plus rapide. Il n'y a pas que sur la vie et la mort. Hein. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que, par exemple, même dans mes batailles pour la paix au Proche-Orient, heureusement qu'il y avait Golda Meir, si c'était un homme, je n'aurais jamais pu avoir le soutien du gouvernement israélien quand je suis allé voir Yasser Arafat, par exemple, parce que c'était une femme. Et j'attends que les femmes commencent à prendre le pouvoir un peu plus
Même Merkel est intéressante. Elle a ses côtés. Une petite anecdote. Sarkozy avait une bonne idée. Il n'avait pas toujours de bonnes idées, mais ils avaient de bonnes idées. Et l'idée, c'est de créer l'Union de la Méditerranée. C'est réunir les chefs d'État de pourtour de la Méditerranée. C'est une bonne idée parce qu'il y a une culture, une histoire commune, et ça pouvait aider à résoudre les conflits, y compris les conflits israélo-arabes. Donc, ils ont réuni, c'était la veille du 14 juillet, puisqu'ils étaient tous après à la tribune, à la Concorde, pendant la parade. Il les a réunis au Petit Palais, et au Petit Palais, il y a une sorte de jardin intérieur, il y a avant le dîner, donc on prenait un pot, comme ça se passe d'habitude, et il y avait tout le monde, il y avait le papa Assad, il y avait Moubarak, il y avait Netanyahou, il y avait tous les chefs d'État de pourtour, le président grec, etc., l'italien, et il a invité aussi Merkel. Et à un moment donné, je parle avec deux personnes, Moubarak arrive et il dit « Vous qui écrivez sur l'histoire juive, vous parlez de Dieu un, est-ce que vous savez que Dieu un, c'est l'Égypte qui l'a inventé ?» Comme ça. Et j'ai dit « Non, Monsieur le Président, vous vous trompez. » Il dit « Ah bon, ce n'est pas les Juifs. » Non, ce n'est pas les Juifs, c'est les Sumériens. Alors pourquoi vous dites que les Égyptiens n'ont pas inventé Dieu un? Parce que vous ne pouviez pas inventer, puisque vous n'aviez pas d'alphabet abstrait. C'est-à-dire, ils étaient presque au point de découvrir Dieu un. L'époque du Toutankhamon, il y a cette exposition aujourd'hui à Paris. Mais pour transcrire une abstraction, il faut avoir un alphabet abstrait. Or, les Égyptiens utilisaient les pictogrammes, les hiéroglyphes. Ça veut dire que l'abstraction devenait quelque chose de visible. Ils ne pouvaient pas écrire des notions abstraites. L'amour, ils ne pouvaient pas écrire. Il fallait qu'ils fassent une fresque pour montrer comment les gens s'aiment. On ne pouvait pas le faire avec deux lignes. Ne pouvaient pas. Tandis que les Sumériens avaient inventé les premiers alphabets abstraits, alphabets cunéiformes, et c'est ainsi, parce qu'Abraham vivait parmi les Sumériens, parce qu'il était un Sumérien, les Juifs n'étaient pas encore là, l'identité juive s'est créée au fur et à mesure, oui, il a pu concevoir une abstraction Dieu un. Et là-dessus, donc, on discute. Sarkozy arrive, dit « Bon, maintenant, fini les discussions, on vous attend à table. » Et Merkel, adorable, elle dit « Mais pour une fois que j'apprends quelque chose, on ne me laisse pas écouter. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Ça, c'est une femme. Un homme n'aurait jamais reconnu, trop orgueilleux, trop vaniteux. Il n'aurait jamais dit « Je viens d'apprendre quelque chose d'un saltimbanque. » Ça, c'est les femmes. On a fui. Ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, ma mère m'a répété, peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois, si une patrouille allemande nous arrête, il te demande « Jude », tu dis « non ». Qu'est-ce que tu dis? Non. Qu'est-ce que tu dis? Non. Et bien sûr, à la tombée de jour, une patrouille nous arrête. Il y a une torche qui m'éblouit. C'est au moment où vous quittez le ghetto, ça. Pardon? C'est au moment où vous quittez le ghetto que ça vous arrive, ça. Oui, c'est ça. Au moment où on a quitté le ghetto, je ferme cette chose-là qui est indispensable, mais elle fait des bruits. Et vous avez raison, donc, l'idée de nos amis, c'était de passer du côté soviétique. Vous savez, d'après les pactes Hitler-Staline, la Pologne a été coupée en deux. Une partie de la Pologne est occupée par les nazis, l'autre par l'armée rouge. Donc, on va vers la frontière soviétique
une patrouille nous arrête et un Allemand demande « Jude » et il s'adresse à moi parce que c'est les gosses qui disent la vérité. Et je dis la vérité, bien sûr. Les deux Polonais se mettent à rigoler, les Allemands aussi, et paraît-il, ma mère m'a raconté après, qu'un de ces Allemands a dit « Laissez-les passer, l'enfant rigole, les Juifs ne reconnaissent jamais leur judaïté. » Deuxième leçon, et ça c'est ma mère qui en a tiré, les meilleurs mensonges, c'est la vérité. Puis on arrive à la frontière, là la patrouille soviétique, les soldats à l'époque portaient une sorte de bonnet avec une petite pointe et les étoiles rouges. Et les premiers deux mots que j'ai appris en russe, Davai nazad, retournez d'où vous venez. Ma mère s'était mise à pleurer, elle était enceinte. Davai nazad. Et là, mon père a eu une idée géniale, ingénue. Il sort sa carte comme président de l'union des syndicats des imprimeurs et il a dit « Tavarish, camarade ». Les types ont un peu surpris, il prend la carte, il va téléphoner, il revient et il nous laisse passer. Comme quoi, la théorie des races et la théorie des classes, ce n'est pas la même chose. Même si c'est mes discussions engueulades avec mes camarades, nouveaux philosophes ou les vieux philosophes, peu importe, les jeunes philosophes deviennent vieux avec le temps, comme vous savez, c'est la loi de la nature. Et c'est vrai que les deux idéologies ont suscité, ont provoqué le même nombre de morts, mais l'intention n'était pas la même. C'est comme devant la justice. Est-ce qu'il a tué volontairement ou involontairement? C'était la troisième leçon. Et on s'est retrouvés en Russie. Staline nous a déportés aussitôt au Kazakhstan. Je raconte ça en détail, après on va passer plus vite, parce que ce sont des années qui forgent un individu et lui suggèrent ou suscitent en lui des désirs de changer ou ne pas changer le monde. Et à Almaty, on était à Almaty au Kazakhstan, et il y avait beaucoup de réfugiés, 1 million de réfugiés, les gens tombaient comme des mouches, on marchait dans la rue, les types tombaient morts. Les Kazakhs arrivaient avec des chariots qui tiraient eux-mêmes, ils mettaient les morts sur les chariots et les déposaient à l'oreille du désert des Karakoum. Et moi, je me promenais dans les souks, c'est les premiers pays musulmans que j'ai rencontrés. Il y avait les appels des mouezzines. Et il y a un vieux Kazakh qui m'appelle, il dit « Malchik, Malchik, garçon, garçon, viens ici ». Je m'approche et il m'étend une galette, les piochkas, et il dit « Mange, petit, mange, sinon tu mourras de faim ». Et c'est un peu comme dans le livre de Primo Levi, Six têtes énormes, je ne sais pas si vous avez lu. Il partageait son matelas avec un maçon italien communiste. Et c'est lui, Primo, il était malade, et les maçons allaient chercher sa portion de soupe et il partageait quelques cuillerées avec Primo Levi. Et Primo Levi dit, ce n'est pas cette soupe qui lui a sauvé la vie, c'est les gestes. Ces maçons lui rappelaient constamment que l'humanité existe, que l'homme n'est pas une bête. Et ces gestes de ces Kazakhs, c'était un peu la même chose. 75 ans plus tard, lors d'un dîner, je raconte ça à François Hollande, qui n'était peut-être pas un grand président, mais c'est un type gentil, profondément gentil. Et il dit, mais ce que tu me racontes, c'est émouvant. J'ai dit, oui, je te raconte pas par hasard, parce que je voudrais
remercier les Khazars pour ce geste. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, nous, la seule chose que nous pouvons partager avec les autres, c'est la connaissance. La culture française est admirée dans le monde entier. On a oublié qu'on a posé la question à Nietzsche de c'est quoi pour lui la culture? Il dit, je ne connais qu'une seule culture, la française. On ne se rend pas compte. Nous, on est fiers de nos avions, de TGV. Or, bon, TGV, on a voulu vendre TGV aux Khazars et ils ont acheté chez les Espagnols. Tandis que Victor Hugo, on ne peut pas acheter chez les Espagnols. C'est autre chose. Donc, j'ai dit, je vais leur offrir une Sorbonne. Je dis, ben, est-ce que tu as déjà parlé avec les recteurs? Oui, j'ai tout réglé. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Je veux que tu m'accompagnes. Parce qu'ils me connaissent ou ne me connaissent pas. Si je viens avec mon président, là, ils sauront qu'on leur apporte un cadeau. Ils n'avaient pas envie d'y aller. C'est loin, il y avait plein de choses en France. C'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose chez nous, comme vous savez. Et donc, bon, par gentillesse, il m'a accompagné. Il n'aurait pas dû. Quoi? Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Voilà. Il a lu les livres, c'est pour ça. Alors, on inaugure l'université. Je raconte mon histoire. Les centaines de jeunes qui étaient là pleuraient d'émotion. Pour remercier pour la galette d'il y a 75 ans. Et Nazarbayev, le président du Kazakhstan, qui vient de démissionner, voilà, il a compris qu'il ne faut pas qu'il fasse la même chose que Bouteflika. Et il donne un cadeau à notre président, comme d'habitude. Eh oui, hein, un manteau brodé à la main et une chapka. Eh oui, la chapka, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre président? Puisqu'il est gentil, il met la chapka sur la tête, elle est trop grande, il lui tombe sur les lunettes. Bah oui, et la photo fait le tour de tous les réseaux sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on se croise, il dit « Tu vois ce que tu m'as fait faire ?» Mais ces gestes, j'ai compris que parfois, c'est drôle, on n'invente rien, parce que quand vous lisez la Bible, les évangiles, les Corans, ils vous disent déjà ça. Mais même ceux qui sont les croyants ou les pratiquants, ils ne lisent pas leurs livres. Si les musulmans avaient lu leurs livres, ils ne tueraient pas au nom d'Allah Akbar. Ils verraient que c'est le contraire de ce qui est écrit. C'est Montaigne qui a dit une chose très simple. La haine vient de l'ignorance. Si les gens connaissaient ce qu'ils sont, on ne leur demande pas de connaître ce qu'ils sont les autres. Encore que, ça serait mieux de connaître celui à qui on veut parler ou obtenir même un travail ou une association, peu importe. S'intéresser à l'autre. Bon, mais vous avez des questions. Oui, mais on vous écoute avec attention. Est-ce que ça me permet d'enchaîner sur cette question justement, parce que vous dites, les gens sont ma drogue. Je ne peux résister à l'appel d'un inconnu. Est-ce que c'est le hasard ou finalement cette aptitude que vous avez à aller vers les autres qui vous a fait faire toutes les belles rencontres de toutes ces personnalités que j'ai citées au début, mais aussi d'anonymes? C'est possible. Moi, j'aime les êtres humains. Je pense que chacun... Je ne cherche pas dans l'autre un miroir. Ce n'est pas vrai que l'autre, c'est un autre moi. Certains philosophes ont essayé de nous persuader. Ce n'est pas vrai. Il y a un petit dialogue chez Shakespeare, Jules César, Brutus, qui s'adresse à César. Il dit « César, César, nous sommes tous égaux ». Et l'autre répond « C'est vrai, mais nous ne sommes pas tous pareils ». Et nous oublions souvent ça. Nous oublions souvent. On pense que tout le monde, voilà, nous sommes faits de la même manière. Nous n'avons pas le même visage, bien sûr. Mais nous devons réagir de la même manière. On ne réagissons pas de la même manière parce que chacun a... Nous avons les lieux de mémoire, ce qu'a écrit Pierre Nora,
sur le plan national, et puis chacun de nous a ses lieux de mémoire que les autres ne partagent pas toujours. Donc, l'autre m'intéresse, c'est une aventure. Je me retrouve dans un train, en face de quelqu'un, je le regarde, et je lui demande, je lui parle, je lui demande d'où il vient, pourquoi il est dans ce train, où il va, m'intéresse. Ce n'est pas toujours passionnant. Ça, il faut avouer. Il dit, voilà, je vais voir ma belle-mère, je ne l'aime pas tellement. Bon, oui, d'accord. Bon. Mais parfois, oui, ça crée une relation. Et d'ailleurs, on voit comment lui, il vous revoit, comment lui, il vous regarde. Et du coup, vous commencez à exister. Là, je n'étais pas d'accord avec Jean-Paul Sartre, je raconte un peu là. Et Sartre pensait que nous nous voyons dans le regard de l'autre. Et il a écrit un petit livre qui s'appelait « Réflexions sur la question juive ». Et c'était le premier livre que j'ai lu en français. Peut-être parce qu'il était petit. C'était plus facile à lire. Et il m'a énervé. Parce que lui, qui était le chantre de la liberté, on est libre et on est responsable, d'après lui, ce qui n'est pas tout à fait faux. Il m'a mis dans une dépendance de l'autre. Si je ne veux pas être juif, mon ami Jean-Marie Lustiger, il a changé. Il aurait pu devenir pape, il serait pape aujourd'hui à la place de François si il avait survécu. Mais il est né juif comme moi, ils ont parlé en yiddish tous les deux. Donc, on n'est pas obligé d'être ce que l'autre voudrait qu'on soit. Alors, ça m'a énervé, il m'a enlevé ma liberté. Il donnait à tout le monde la liberté, sauf à moi. Donc j'avais 17 ans, je me suis procuré son adresse et je suis allé frapper à sa porte pour lui dire que je n'étais pas d'accord. Alors il était un peu surpris de voir un jeune homme, je n'avais pas encore de barbe, j'avais une petite moustache, et il dit « Vous venez d'où » Je lui ai dit « De Varsovie ». Curieusement, comment les choses changent. Aujourd'hui, hier à Bordeaux, il y a 3 jeunes filles qui s'approchent. Vous êtes nés où? J'ai dit à Varsovie. Ah oui, on a visité, c'est une ville sympathique. C'est fini. Ça veut dire, pour Sartre, Varsovie, c'était déjà une histoire. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Il savait que Varsovie était les ghettos de Varsovie, la révolte des ghettos de Varsovie, etc. Tandis qu'aujourd'hui, c'est fini. La mémoire devient l'histoire. Et ce que je voulais dire, qu'avec Sartre, bon, ce n'est pas disputé parce qu'il était plutôt gentil avec moi. Il m'a dit, peut-être vous avez raison, mais moi, je décris la condition humaine en tant que goy, ça veut dire en tant que quelqu'un qui appartient pas à la nation juive, mais aux autres. Les goïm, en hébreu, veut dire les nations, ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs. Mais peut-être ça serait à vous, ou quelqu'un comme vous, de présenter juif de manière positive. Et des années plus tard, je ne sais pas, 50 ans peut-être plus tard, j'ai écrit, comme je n'ai pas d'enfant, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Le judaïsme raconté à mes filleuls ». Comme je n'ai pas d'enfant, j'ai raconté ça à mes filleuls. J'ai plein de choses à vous demander parce qu'évidemment le livre est extrêmement riche. Je voulais vous parler de Yasser Arafat et de Shimon Peres évidemment, qui se sont retrouvés sur votre canapé dans votre appartement parisien à discuter. Première discussion. Vous dites canapé, on dirait que je suis un psychanalyste. Oui, oui, c'est vrai. Dans votre salon, je vais dire alors, de Paris, en train d'échanger quelques années avant les accords d'Oslo. Sur ce sujet-là, sur ce processus de paix pour lequel vous êtes beaucoup battu, qu'est-ce qui différencie ce dialogue auquel vous avez assisté, ces dialogues auxquels vous avez assisté entre Peres et Arafat, et ce qui se passe aujourd'hui?
Pourquoi aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile ce dialogue? Est-ce qu'il y a un élément qui fait que le dialogue se complique? Je vais vous expliquer pourquoi ma réponse sera un peu plus longue. Je me suis mis dans la tête d'écrire une pièce de théâtre. Je ne sais pas si je l'écrirais. Et tous mes amis metteurs en scène ont dit il ne faut pas beaucoup de personnages parce que ça coûte trop cher. Hein? Donc j'ai dit je vais réduire ça à 2 personnages. Un dialogue entre Philon d'Alexandrie, le philosophe juif 1er siècle d'Alexandrie, et les tyrans romains Caligula. Caligula qui a tué sa mère, sa sœur, et il a fait entrer son cheval au Sénat en le proclamant sénateur. La rencontre a eu lieu. Donc, ça, je n'invente pas. Et qui m'a toujours posé des questions. Et parce que Philon d'Alexandrie a écrit un livre qui s'appelle « L'ambassade auprès des Caius ». Ça veut dire l'ambassade, donc une délégation auprès des Caius. Pourquoi ça m'a posé des questions? Pour que Philon, parce qu'on commence à massacrer les Juifs, fait ce que j'aurais fait. Il fait une pétition et il va porter cette pétition à Rome à l'empereur. À la limite, c'est normal. Mais pourquoi Caligula le reçoit? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Il est le maître du monde connu à l'époque. Il aurait pu lui couper la tête à ces pauvres vieux philosophes et personne n'aurait pleuré, sauf peut-être sa famille. Et il les reçoit et il se justifie. C'est génial. Et ça m'a tellement travaillé cette affaire que je voudrais qu'il y ait un dialogue expliqué, ce qui expliquerait aussi pourquoi tous ces chefs d'État, toutes ces sommités dont je parle dans mon livre, ont accepté de me recevoir. En vérité, je ne représente pas grand-chose. Bon, ma plume, si j'ai fait un article, il est lu quoi? Par 10 000 personnes. Tandis que Poutine, il règne sur les pays les plus vastes du monde, 2 fois plus grands que la Chine. La superficie, vous regarderez la carte. Donc, pourquoi faire? Et c'est encourageant d'une certaine manière, parce que je pars du principe que tout individu a une conscience. C'est-à-dire, si le voleur ou l'assassin se cache, ce n'est pas seulement parce qu'il appelle d'être appréhendé par la police, mais parce qu'il sait c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il y a dans la Bible une scène magnifique, magnifique. Vous connaissez le premier couple, Adam et Ève, ils ont 2 fils, Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Normalement, il ne devrait pas savoir qu'il a fait quelque chose du mal, puisqu'il n'a jamais vu de mort. Lui n'a pas vu un cheval mort. Non, c'est la première fois, il frappe son frère et son frère ne bouge plus. Dieu lui demande, qu'as-tu fait de ton frère? Et il aurait dû dire, voilà, je l'ai frappé et il ne bouge pas. Pas du tout. Il commence à mentir. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est magnifique. Ça veut dire que dès le début de l'humanité, ces êtres que nous sommes, nous avons une conscience du bien et du mal. Où est-ce que nous avons pris? Ça, c'est un débat philosophique. Spinoza en parle. Mais bon, c'est très fort. Ça veut dire que ça nous permet d'aller voir les puissants, les regarder droit dans les yeux et leur demander pourquoi. Et ces puissants qui peuvent vous envoyer au goulag, ne les fait pas. Pourquoi ils ne les font pas? Alors, pour venir à Arafat, parce que là, il faut quand même que je vous raconte cette petite anecdote. Bon,
c'est vrai que je me suis engagé dans toutes les batailles. J'ai aidé Kouchner de créer les Médecins sans frontières. Avec Jacques Attali, on a créé l'Action internationale contre la faim. On a créé SOS Racisme. Un mois après, il y avait 400 000 jeunes, place de la Concorde. On a fait beaucoup de choses. On n'a pas transformé le monde, mais on a montré que quand on se mobilise, quand même, on a des résultats. On a sorti Solzhenitsyn du Goulag, Sakharov, Boukovski. On a sauvé quelques individus, pas toute l'humanité, quelques individus. Ce n'est pas mal. Et puis, je voulais quand même arriver à réconcilier les Arabes et les Israéliens, les Palestiniens et les Israéliens. Pour une simple raison. Parce que comme dit encore une fois Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, Maya Rubashka Blijektiel, ma chemise est plus proche de mon corps. C'est comme ça. Ça veut dire que je rêve en français, je n'aurais... Victor Hugo a un poème magnifique, il dit « J'aurais aimé être l'étranger pour te choisir, toi, la France. » Ben, moi, je suis né étranger, je choisis la France. C'est ce qu'il lui n'a pas pu faire. Je l'ai fait. Ouais. Mais j'ai aussi une histoire parallèle, qui est les pogroms, qui est Auschwitz, et j'aimerais que ces Juifs survivants puissent vivre en paix et dans la justice. Ce n'est pas la même chose. On peut vivre en paix et détester l'autre. Il y a la paix entre les gens qui ont deux bombes atomiques et ils ne veulent pas s'entre-détruire. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Puis un jour, il y a un type qui s'appelait Apsi, qui était ami de Ben Bella, à l'époque c'était FLN. Il vient me voir, il dit, lors d'un congrès, j'ai croisé Yasser Arafat. Je lui ai parlé de toi, il est prêt de te rencontrer. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, bien sûr. Il faut savoir, à l'époque, sur la liste d'Interpol de tous les terroristes recherchés, il était les premiers. C'était le Ben Laden avant Ben Laden. C'était avant le détournement des avions vers le désert des Arka. Je ne me souviens pas si c'était déjà après l'assassinat des athlètes israéliens à Munich. Bon, il était recherché par tout le monde, c'était un terroriste. Mais j'ai dit à Apsi, avant d'aller voir Arafat, je voudrais passer par Jérusalem, voir ma grand-mère, Golda Meir, parce que je le considérais comme ma grand-mère, que moi je n'ai jamais connue, parce que moi je suis français, je ne suis pas israélien. De quel droit je vais parler au nom des Israéliens? En vérité, c'est un Israélien qui aurait dû aller voir Arafat. Ce n'est pas moi. Mais puisqu'il est prêt de me rencontrer, je voudrais quand même prévenir les Israéliens. Donc, j'arrive à Jérusalem, je téléphone à Golda Meir. Elle me dit, en hébreu, il n'y a pas de vous. C'est comme en anglais. Ata, tu. C'est une langue très, très spéciale. Il n'y a pas de présent. Nous avons les futurs et les passés. Nous sommes les intermédiaires entre les passés et les futurs. Donc, toutes les traductions de la Bible, quand on parle des dieux, « je suis celui qui est », c'est une mauvaise traduction. En hébreu, on peut dire seulement « je ». On ne peut pas dire « je suis ». Donc, elle me dit « c'est urgent ». J'ai dit « oui, c'est urgent ». Bon, alors viens. C'était une personne extraordinaire. Bon, d'abord, c'était la première chef d'un État femme que j'ai rencontrée. Et je l'aimais beaucoup. Elle était intransigeante, un peu comme Simone Veil, le même personnage. Et elle avait un grand bureau avec une table en bois très longue, vide. Jamais un bout de papier. Il y avait le cendrier, cigarette, allumette. Parce qu'elle avait une idée disant que si quelqu'un est responsable de la vie et de la mort des millions d'individus, il doit avoir toutes les informations dans sa tête. S'il y a un événement grave, imprévu, il faut répondre, on n'a pas le temps de chercher des notes
dans les tiroirs sur la table, ou appeler les secrétaires ou les conseillers. Non, il faut tout avoir dans la tête. Et elle m'a dit d'ailleurs, le jour où je ne pourrais pas garder toutes les informations dans ma tête, je démissionne. Donc, il n'y avait rien. En plus, c'était une bonne femme carrée, un peu comme les petites statuettes inuites, avec les jambes très fortes, comme ça. Donc, j'arrive, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, demain, c'était l'époque où Jérusalem était coupée en deux. Pour passer d'une partie de Jérusalem, c'est comme à Berlin, avec les murs de Berlin et les checkpoints Charlie. Pour passer d'un Berlin à l'autre, il fallait passer les checkpoints. Là, les checkpoints étaient tenus par les soldats de l'ONU et on passait par la porte Mandelbaum. J'ai dit, Golda, demain, je passe la porte de Mandelbaum. Pourquoi faire? J'ai un rendez-vous avec Arafat. De quoi? Tu vas serrer la main pleine de sang d'enfants juifs? Ah oui, parce que c'était après l'attentat de Maalot, le bus d'enfants qui amenait les enfants à l'école qui a sauté. J'ai dit, Golda, Moïse, notre Moïse de la Bible, est allé voir Pharaon qui avait sur ses mains le sang des milliers et des milliers de premiers-nés juifs qu'il a fait assassiner. Alors, elle était tellement surprise par cet argument historique ou mythique, puisqu'on ne sait pas si c'est l'histoire ou c'est le mythe. Elle m'a dit, mais tu n'es pas Moïse. J'ai dit, bah, écoute, c'est vrai, je ne suis pas Moïse. Et comme elle a senti que ce n'était pas une réponse définitive, elle m'a dit, mais c'est Dieu qui a dit à Moïse. Golda, Dieu ne m'a rien dit. Mais c'est une question de conscience. Moi, je n'ai aucune information à vendre à M. Arafat. Mais si, par bonheur, notre conversation peut aboutir à préserver la vie de quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et là, j'ai cessé d'exister pour elle. Pour moi, c'est la pire des choses qui puisse m'arriver. Une fois seulement, ça m'est arrivé après avec Mitterrand, où la personne d'en face ne me parle plus. Je n'existe plus pour elle. Tant que l'autre parle, j'ai une arme absolue qui est la parole. Absolue. Plus forte que le Kalachnikov. Mais si l'autre ne me parle plus, s'il ne m'écoute plus, alors quoi faire avec mon arme? C'est crier dans le désert, disent les évangiles. Donc je continue à parler. Elle ne répond pas. Je lui dis shalom, elle ne répond pas. Je rentre à l'hôtel. On peut bouleverser quand même. À 6 heures du matin, le téléphone sonne. Je reconnais la voix de Golda Meir. Elle me dit « l'air » en hébreu. « Vas-y ». Et je suis allé voir Arafat la première fois avec la bénédiction des premiers ministres d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, et si c'était un homme? Je suis presque sûr qu'il ne m'aurait pas appelé. Parce qu'une femme, je crois que lui avoir dit qu'on peut sauver quelques vies d'enfants, juifs ou palestiniens, ça l'a frappé. Une femme sait ce que c'est la vie. Le Coran il dit que l'homme donne une goutte de sperme et ça y est, il devient papa, l'humanité naît. La femme sait que ce n'est pas suffisant. Il y a 9 mois. Et puis, tu accoucheras dans la douleur. C'est écrit dans la Bible. Et après, il faut allaiter, il faut éduquer. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi qui est devenir mère. Et elle était une grande mère. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Arafat. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous changeons du monde. On ne se rend pas compte parce que parfois les changements, on n'a pas besoin d'une guerre pour que le monde change, ou une révolution. Nous, en France, les Français, c'est un peuple révolutionnaire, rebelle. On a pu faire des réformes à la suite des révolutions, des jacqueries.
général de Gaulle a pu tout faire parce qu'il est sorti de la guerre. C'est-à-dire, il fallait, et c'est là où il a autorisé les femmes de voter, la première fois dans l'histoire de notre pays, vous vous rendez compte? Il fallait attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que la femme obtienne ce simple droit de participer à la vie nationale, à la vie publique. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer, et je vais vous dire une petite anecdote, parce que vous avez compris, je raconte des histoires, je suis un conteur. Un jour, c'était le moment où, premier jour de la perestroïka, un homme que j'aimais beaucoup, c'est le Rostropovitch, Mstislav Rostropovitch, le violoncelliste. Et j'aime bien chez les Russes leur exaltation. Ce ne sont pas des gens pour vous annoncer simplement la maison brûle. Tragédie, ça brûle. Il y a toujours un peu, hein, il y a un ton au-dessus. Il m'appelle, il dit, où es-tu? J'ai dit, je suis à Paris. Mais c'est à Berlin que ça se passe, les murs tombent. J'ai pris l'avion, j'arrive et je vois mon ami devant le mur assis en train de jouer du Bach. Cette scène, cette photo va rester pour l'histoire. Et toutes les télés du monde en train de... Et puis derrière, des gens avec des petits marteaux en train de casser ces énormes pierres qui séparaient deux mondes. Les murs de Berlin étaient tagués. Même Andy Warhol, une fois, en passant par Berlin, il a fait aussi un tableau sur les murs. Et je regarde et je vois un tag, c'était en noir, cerclé de blanc, en allemand, c'était marqué « Nietzsche est mort » et c'était signé « Dieu ». Pour ceux qui ne savent pas, Nietzsche, le grand philosophe allemand, c'est lui qui a annoncé la mort de Dieu. Or là, on annonçait la mort de Nietzsche, Dieu. Et j'appelle Rostro, je lui dis, regarde, le monde change, les retours de Dieu. C'est vrai, l'homme ne peut pas vivre sans espoir. Alors pendant 2 siècles, depuis la Révolution française, disons, nous avons vécu avec des espoirs, des grands espoirs laïques, universels. Il y avait un petit livre, Traité de la tolérance de Voltaire, dans la poche. Si on voulait, on pouvait prendre aussi le petit livre de Marx, le Parti communiste, etc., le traité, c'est aussi un traité. Et on voulait changer le monde. Il y avait les partis communistes, socialistes, fascistes, il y avait des radicaux, il y avait des libéraux, il y avait des anarchistes, mais il y avait une militance. L'homme n'était jamais seul. Il y avait, au coin de la rue, il y avait une permanence et on allait retrouver les camarades. Vous traversiez les frontières, vous saviez qu'à Rome, vous aviez d'autres gens qui partageaient vos idéaux, vos rêves. Mon père est venu en France, clandestinement, pour assister à l'enterrement de Barbus, Henri Barbus. Pourquoi? Parce qu'il avait lu son livre « Les Feux », c'était vraiment les évangiles de tous les antimilitaristes. Tout ça s'est tombé d'un seul coup. Fini. D'un seul coup, avec le mur de Berlin. À tel point qu'il y avait même des philosophes qui ont écrit que peut-être c'est la fin de l'histoire. L'histoire, c'est la dialectique hegelienne. Il y a une thèse, il y a quelqu'un qui s'oppose à la thèse, antithèse, et il y a une synthèse, et l'histoire avance. Mais si tout le monde est d'accord, s'il n'y a plus d'antagonisme, s'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'histoire. Et celui qui a écrit ces tags, il a tout compris. C'est Dieu qui vient se mêler des Dans les vides, Dieu va revenir. Et c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Quand j'ai organisé le rendez-vous entre Shimon Peres et Arafat chez nous à la maison à Paris,
sur le divan. Et on avait affaire à des hommes rationnels. Rationnels, ça veut dire on pouvait dire, voilà... Patriotes. Patriotes d'abord, bien sûr, ils voulaient défendre les intérêts de leur peuple, mais en même temps, ils savaient qu'est-ce que ça pouvait apporter à leur peuple sur le plan économique, social, peut-être les changements dans le monde arabe surtout. Donc, on pouvait parler entre nous, comme on parle entre nous, vous et moi maintenant. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous parlerez tout à l'heure. Or, aujourd'hui, quand Netanyahou et Mahmoud Abbas se rencontrent, il y a une troisième chaise, elle est vide, elle est prévue pour Dieu. Dieu est là. Parce que les arguments qui fusent, c'est ça. Dans mon livre, c'est écrit que Dieu a dit. Non, Dieu a dit ça. Il a dit ça à Moïse. L'autre, il a dit non. Il a dit ça à Mahomet, etc. On ne peut pas discuter avec des livres révélés. Parce que ceux qu'ils ont écrits ne sont plus là pour vous écouter. Hein? C'était il y a quelques milliers d'années. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais j'ai un projet, puisque comme les prolétariats n'existaient plus, l'idée était bonne à l'époque de Marx. Elle est simple. Hein? Il y a les moyens de production, comme dans les films de Charlie Chaplin, le temps moderne, hein? Il y a des gens qui vissent les vis toute la journée. Hein? Et chaque fois, quand ils ajoutent un vis au vis, hein, ils enrichissent les personnes qui contrôlent les moyens de production. Donc, il faut renverser l'histoire. Il faut que ceux qui vissent prennent possession des moyens de production. C'est simple. Je résume. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de prolétariat. Les moyens de production, nous avons, voilà, vous avez là sur la table, c'est votre portable. Avec votre portable, vous pouvez inventer un produit, faire la publicité, le vendre et encaisser. Et avec cet argent, inventer un autre produit. Notre président, il a inventé la première start-up politique. Il n'a pas créé des partis politiques. Il n'a pas fait coller des affiches. Il a réuni une quarantaine de copains intelligents, sympathiques, hein, et il a utilisé les réseaux sociaux et il est devenu président. Donc, les choses changent. Donc, votre projet aujourd'hui, vous, c'est d'organiser une marche pacifique? Oui, parce qu'il y a une autre force qui a surgi à la place des prolétariats. C'est les femmes. On les a tenues à l'écart pendant des siècles. Et elles se manifestent de plus en plus. Et elles ont des idées. Et elles ont des exigences. J'ai vu la force des femmes en Irlande du Nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 30 ans, mais c'était hier. Hein, la guerre entre les Irlandais, catholiques et protestants. La guerre fratricide. Il y a plein de films américains sur l'IRA. C'est les terroristes irlandais. Ils se torturaient, ils se massacraient. Un jour, quelques femmes ont fait appel. 500 000 femmes au cœur de Belfast. Il n'y avait que 2 hommes, Bernard Kouchner et moi. Et depuis, on ne parle plus de l'Irlande. On va reparler éventuellement si l'Angleterre quitte l'Europe, parce que ça posera les problèmes de la frontière. Il faudrait remettre la frontière entre les 2 Irlandes, catholiques et protestantes. Donc vous voulez faire marcher 300 000 femmes palestiniennes et israéliennes. Voilà. Alors, ces femmes existent. Faire venir, imaginer, parce que tout est l'image. Vous ouvrez votre télévision et vous voyez 2 cortèges immenses qui montent vers Jérusalem des 2 côtés des femmes. Rien que des femmes. 150 000 Palestiniennes, 150 000 Israéliennes, avec une seule pancarte, puis Shalom Salam. C'est tout. Personne n'osera les retirer dessus. Parce que dans cette foule, il y aura des femmes, des mères,
des sœurs, des filles, de ceux qui doivent tirer, si ils reçoivent l'ordre de tirer. Et je vous garantis qu'après ça, on aura trouvé une solution pour faire vivre ces deux peuples côte à côte. Je voulais vous interroger forcément, parce que le temps tourne et qu'on arrive bientôt déjà à la fin, et on vous interroge beaucoup sur ce sujet-là, sur les actes antisémites en France. Plus que sur ce constat des chiffres de cette hausse de 74% en 2018, vous avez cité tout à l'heure, ça m'a fait tilt, cette manifestation pour SOS Racisme. 400 000 personnes, considérable. Récemment, en France, vous-même vous y étiez, place de la République, après ce qui était arrivé à la Finkielkraut, les croix gammées sur le portrait de Simone Veil, 20 000 personnes. Est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est le plus inquiétant? Oui, c'est ça qui est inquiétant. Cette moindre capacité à s'indigner, finalement. Oui. C'est parce que j'apprends de tout le monde. Le Talmud, il dit une très jolie chose, de tous mes élèves, j'ai appris. Un jour, avec Simone Veil, on était à un dîner à Berlin avec Willy Brandt, et Willy Brandt nous dit, est-ce que vous savez pourquoi la démocratie en Allemagne a sombré? On ne répond pas. Il dit non, pas parce qu'il y avait trop de fascistes, mais pas assez de démocrates. Ce qui me fait peur, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que nous sommes, non pas que nous sommes moins sensibles que nos parents, grands-parents, etc., mais nous sommes devant nos écrans de télévision et on s'indigne. C'était ma bagarre avec Stéphane Hessel. Parce que je trouve l'indignation, c'est une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire collective. Et une fois indigné, ça y est, c'est fini. Or, quand il y avait une profanation des cimetières des Carpentras, nous étions 500 000 dans la rue, 500 000. Et avec le cardinal de Courtrai, on a descendu toute l'église dans la rue. C'était la première fois qu'on a vu tous les cardinaux de France dans la rue. Et Mitterrand, comme c'était un malin pas possible, quand il a appris ça, il est venu à notre rencontre. Ça veut dire qu'on est parti de la République vers la Bastille, et du côté de la Bastille, lui, avec quelques centaines de personnes, est venu à notre rencontre. C'était très fort, parce que ce sont des images. Les peuples s'élèvent. Or, et nous n'avons pas, peut-être c'est notre faute, nous n'avons pas su inventer une nouvelle forme de protestation. Cette forme de nos parents, grands-parents, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On a essayé, répété ce qu'on a fait, on était 20 000 places de la République. J'ai mobilisé des amis musulmans, ils étaient 300, des imams. J'ai payé un peintre pour qu'il fasse une banderole en français et en arabe, musulman contre le racisme, contre l'antisémitisme. Les gens nous ont applaudi, alors. Il y a encore, le préfet de Paris m'a appelé, il dit, Marek, vous ne pensez pas que c'est quand même dangereux d'écrire ça en arabe, ça va susciter des réactions. Mais en arabe, c'est écrit qu'ils sont contre l'antisémitisme. Donc, nous allons trouver les moyens de nous permettre d'exprimer nos colères, notre opposition à la haine qui commence à envahir nos trottoirs, qui coule le long de nos trottoirs et qui peut être dangereuse. Nous avons rêvé tous d'une Europe, par exemple, puisqu'il y aura des élections bientôt pour le Parlement européen, d'une Europe sans frontières. Beaucoup d'entre vous, certainement, se souviennent encore, même pour aller en Belgique. Il fallait, dans les trains, arrivaient des policiers, ils vous demandaient votre passeport. Il fallait se justifier pour passer la frontière. Aujourd'hui, rien. On passe comme si on passait de Paris au Mans, et en prenant un bon train d'ailleurs, mais voilà. Oui, évidemment. Donc, et on s'étonne qu'il y a des gens qui veulent revenir en arrière.
il y a des peuples qui réclament de nouveau des frontières. Les Italiens, les Hongrois, les Polonais. Là, nous avons raté quelque chose. J'ai dit nous parce que je me sens co-responsable. Et parce que ce sentiment de ne pas pouvoir ou croire qu'on ne peut pas arrêter la haine, c'est la chose la pire qui peut arriver. Je raconte, et ça, je vais terminer avec ça, peut-être vous avez certainement des questions. J'allais souvent en Argentine, parce que, bon, Argentine, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai connu Jorge Luis Borges, d'autres écrivains. C'est un pays particulier. Il y a les tangos, qui vient de France d'ailleurs. C'est Carlos Gardel, c'était un Toulousain. Et il y avait un moment où c'était un pays qui était géré par une junte militaire fascisante. Ma petite cousine qui était née là-bas a été enlevée, torturée. Je voulais la sauver, j'ai mobilisé le monde entier. Même, je suis allé voir Carter qui a envoyé une commission d'enquête, etc. Bon. Et elle était quand même tuée. Ça me pèse sur ma conscience parce que je me demande peut-être n'ai-je pas fait assez ou peut-être ce que j'ai fait n'était pas approprié. Donc je suis à mon hôtel, je regarde par la fenêtre et je vois comme dans les séries américaines, une énorme voiture noire arriver, 4 types sortent, il y a un couple qui marche, ils attrapent l'homme, ils le traînent dans la voiture et la voiture démarre et la femme se met à crier « Juanito, Juanito ». Il y a un attroupement, 100, 200 personnes. Je descends parce que l'ascenseur était bloqué. Je descends les 6 étages. J'essaie de me précipiter derrière la voiture. Absurde puisqu'elle était déjà partie. Et il y a 2 types qui m'attrapent, gentils. Et ils me disent « No te metas, ne t'en mêle pas ». C'est horrible. Ça veut dire que nous pouvons passer dans notre rue, une femme est renversée par, je ne sais pas, par un vélo. Est-ce qu'on se précipite pour lui donner la main pour la relever ou on ne le fait pas? C'est dans nos possibilités, chacun de nous peut le faire. Maximum, il y a toujours quelqu'un qui appelle la police ou la police secours. En général, les gens ne bougent pas. Comment leur faire comprendre que ces gestes, ces simples gestes qui ne l'engagent à rien, hein, va transformer leur propre vie. Ils pourront raconter à leurs petits-enfants « J'ai sauvé une femme dans la rue de Mans ». Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Je reviendrai pour vous en parler. Merci. Est-ce qu'écrire vos mémoires vous a libéré d'un poids? Est-ce qu'écrire vos mémoires vous a libéré d'un poids? Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus jeune peut-être aussi? Non. Non, plus vieux. Oui, c'est terrible, oui. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Non, je ne sais même pas si j'ai bien fait. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que pour mes lecteurs, quand ils liront ces livres, qui, moi je pense qu'il est intéressant, ben bon, je ne suis pas objectif, parce que comme je suis un conteur, je raconte des histoires, ils me regarderont comme un papy, comme un petit vieux qui a beaucoup vécu et qui a l'air encore assez... hein, pas jeune, mais bon, il tient encore sur ses jambes. Non, je pense que, bon, je l'ai fait, je ne regrette pas. Avec le recul, comment celui dont vous avez parlé, qui a 4 ans fuit la Pologne pour l'Union soviétique et est déporté en Ouzbékistan, a connu la faim, la misère, la rue, n'a pas fait 6 mois d'école à peu près,
donc avait a priori peu de chances de s'en sortir. Est-il devenu celui que vous êtes aujourd'hui? Parce que je pense que chacun de nous aurait pu le faire, profondément. Je ne pense pas que... Bon, il y a les hasards, bien sûr, mais c'est de nous qui... C'est nous qui... Comment dire... Nous saisissons le hasard ou on ne saisit pas le hasard. C'est ça la liberté dont parlait Sartre. Là, il ne s'était pas trompé, à mon avis. Non, je ne pense pas que... C'est vrai que les premiers voyages que j'ai faits, voyages librement consentis, c'était en Argentine. C'est pour ça que ça compte pour moi. Parce que les autres voyages, on me poussait. Hein, je ne demandais rien. Bon. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est d'apprendre. De tout ce qui nous arrive, apprendre. De tout ce qui nous arrive, comprendre. Et si on comprend, on apprend. Et si on apprend, on transmet. C'est pour ça que j'ai créé des universités en Russie. Là, dans un mois, j'inaugure une Sorbonne à Abidjan, en Afrique. Moi, je pense que nous avons la seule chose unique que nous avons à exporter, c'est notre savoir. Le savoir en français, avec certaines valeurs. Et imaginez 850 millions de francophones en Afrique, pas une seule université française. Il y a 20 universités américaines avec les drapeaux américains. Les Chinois sont là partout. Mais les Chinois, curieusement, ils ne veulent pas partager leur culture. Ils s'en foutent qu'on connaisse Confucius ou pas. Ils créent le Chinatown et ils contrôlent l'économie. C'est tout. Le reste, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tandis que nous pouvons le faire, nous pouvons occuper le terrain et nous ne le faisons pas. Donc, j'espère que je vais inaugurer cette université à Abidjan. Il y a une autre qu'on me demande au Caire, voilà, une ville que j'adore. Puis il y a les pyramides que mes ancêtres ont construites, pas mal. C'est même signé. Voilà. Ça change quoi au quotidien de vivre comme si vous deviez mourir le lendemain, puisque c'est ce que vous dites à la première ligne du livre? Bon, ça donnera un peu de matière à ceux qui parleront de moi pendant une semaine après ma mort. Un livre qui aura compté, à mon avis, c'est La mémoire d'Abraham. Ce n'est pas par hasard, il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires. J'ai rentré de Bordeaux dans le train, il y a un monsieur qui s'approche, il me dit « La mémoire d'Abraham a changé ma vie ». Il y a toute une génération des Juifs qui n'étaient pas Juifs, d'origine juive, qui ont découvert l'intérêt du judaïsme dans mon livre « La mémoire d'Abraham ». La mémoire d'Abraham, c'est l'histoire d'une famille juive depuis la destruction des temples 70 de notre ère jusqu'à la destruction des ghettos de Varsovie 1943. Donc, toujours la même famille à travers l'histoire. Et après, il y avait Alex Haley, je ne sais pas si vous avez lu, un écrivain noir américain, qui a repris l'idée et il a écrit Roots, les racines, l'histoire d'une famille noire américaine à travers 3 siècles. Voilà. Et Spielberg en a fait d'ailleurs un film très fort. Donc ça, je pense que ça va rester dans les universités. Et le reste... Est-ce qu'on peut terminer, parce que pour moi la scène la plus forte de ce livre, c'est celle que vous racontez à Birkenau. Vous parlez c'est le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il y a Jacques Chirac, Simone Veil qui vous accompagnent aussi. Et Lanzmann, oui. Et les discours ont lieu au camp de Birkenau où 20 000 juifs étaient tués chaque jour à une certaine époque. Et puis vous êtes particulièrement troublé, je trouve que c'est la scène la plus forte de votre livre, par le discours d'une femme. Vous voulez bien nous raconter cette scène? Oui, parce qu'il y avait tous les chefs d'État, il faisait très froid. Comme quoi l'environnement qui vous plonge
dans les ténèbres de ceux qui ont vécu ces ténèbres, c'est important. Il faisait très froid, moins 40. Et Poutine a mis une couverture sur lui. Il y avait plein de chefs d'État, de gouvernement. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'est précipitée sur le micro. Elle n'était pas prévue. Et elle s'est mise à crier. Elle dit, c'est ici qu'on a pris ma vie, mon nom. Je n'ai plus de nom. Regardez, j'ai un numéro. C'est comme si on était en train de pleurer un mort 20 ou 30 ans après son décès, et d'un seul coup, de la tombe sort une voix. Il y avait un film comme ça, je ne sais pas si vous savez, comment ça s'appelait, de Abel Gans, sur la Première Guerre mondiale avec Freinet, le Gaulle cassé, je crois. Et il y a un moment donné, il y a les survivants de la Première Guerre mondiale, de la bataille de Verdun, voient qu'on prépare déjà une autre guerre. Et il va dans les cimetières et il crie « Les morts, levez-vous !» Et un seul coup, on voit toutes les tombes s'ouvrir et les combattants de Verdun s'élever pour aller manifester contre la guerre. Et ces cris de cette femme, c'était cela. C'était un peu comme si les fours crématoires s'ouvraient et il y a une qui apparaissait. Les restes, c'était des discours. C'était des vrais bons discours, comme on dirait. Des gens émus. Mais il n'y avait pas de cris. Et puis là est venu le chantre de la grande synagogue de la 5e avenue à New York et il s'est mis à chanter les chants des morts et je pleurais. Et ça donnait un article que j'ai fait pour New York Times, ça s'appelait « The Trees in the Snow », les larmes dans la neige. Cette femme a eu cette phrase incroyable, « Je suis nu devant vous, nu, j'ai gardé mon esprit, mon corps, mais ici on a brûlé mon âme ». Une phrase incroyable. Est-ce que le monde est plus beau qu'il y a 83 ans? Il est... Quand on regarde les tableaux de Renoir, non. On voit les ganguettes sur la Marne. Mais ça touchait une petite parcelle de l'humanité. Nous avons quand même fait des progrès. Il ne faut pas non plus cracher sur ce qu'on a fait. Nous vivons plus longtemps. Les sciences, la médecine a fait des progrès extraordinaires. Les hôpitaux. Je pense que... Et puis, nous pouvons communiquer. Quand Solzhenitsyn est venu chez nous à Paris, on s'est demandé s'il avait le portable au goulag. Peut-être ça aurait changé complètement l'histoire. Il aurait envoyé quelques images avec un seul mot « au secours ». Et les rapports Est-Ouest auraient changé. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'information va très très vite. Nous ne savons pas encore comment la réguler. Nous ne savons pas. Ça veut dire que l'information, elle est bonne, elle est mauvaise. Il y a des appels en meurtre aussi. Comment? Mais on va apprendre. Je crois que l'homme est un être génial, c'est vrai, parmi tous les êtres vivants au monde. D'abord, c'est le seul être qui possède cette arme absolue qui est la parole. Ça veut dire qu'à partir du moment où on parle, on peut parler à l'autre et éventuellement se faire comprendre. Donc je pense que je ne regrette pas de vivre aujourd'hui dans ce monde tel qu'il est, avec tous les dangers qu'il représente. Merci en tout cas de vos paroles aujourd'hui, Marie Calter. Merci beaucoup.